Bonjour, en plus fort. Ah. Ça va sinon vous? Bon. Alors je sais pas ce qu'on doit faire en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On reste, faites des bruits. Et donc on doit chanter, c'est ça? Oui. On n'est pas sur la bonne scène là. Alors si on doit chanter, du coup Fred a répété une chanson. Et ils sont pas au courant encore, ils l'ont pas encore entendu dans la série. Hop, direct des spoilers. Allez hop, on y va. La prochaine convention. Voilà, exactement. La prochaine convention, en fait, c'est vrai qu'on pourrait faire un concert, puisqu'on peut dire déjà que dans la saison qui viendra, il y aura de la chanson et de la musique, hein, quand même. Ouais, beaucoup. Mais si on les chantait, ce serait des spoils. Ouais, Ça serait mal. c'est ça. Bon alors, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vous voulez nous poser des questions et puis on voit comment on enquille, comment on raconte des choses ou pas ça vous dit? Vous avez des questions à poser? C'est vrai que nous on est un peu rouillés là, je suppose que c'est comme vous, ça fait 2 ans qu'on n'est pas sorti chez nous, on découvre un petit peu la civilisation. Ah oui. Donc c'est... Ah, il y a une question au fond, vas-y. Ah. Vas-y. Attends, je vais faire Michel Drucker là. T'en rêvais hein. Allez, faire ça avant qu'il meurt. Pardon, j'arrive. Alors, première question, mais je sais que vraiment vous ne pourrez pas y répondre, c'est qu'on entend toujours cet épisode 5, cet épisode 9 de la saison 4. Merci, je reprends le micro. Il n'y a pas de réponse. Nous aussi. C'est parce que il faut que tu sais, c'est comme la pâte à modeler, il faut bien modeler le truc, tout ça, c'est en 3D, c'est encore plus à modeler. Merci. Non, mais pour répondre à cette question, à laquelle on peut répondre, c'est juste qu'il y a une épidémie mondiale qui est passée par là, malheureusement, et nous, ça nous a pas trop affecté en France, parce que en animation, on n'est pas trop bloqué, on peut bosser chez nous, travailler sur notre ordi, on s'envoie des fichiers et ça marche bien. Donc nous, on n'a pas trop été impactés. Par contre, on n'est pas les seuls à fabriquer. On fabrique avec la Corée et l'Inde, et en Inde, ils ont été particulièrement touchés. Et à tel point qu'il y a un des studios avec lesquels on fabriquait l'animation qui a fait faillite. Et donc tous les épisodes qui étaient en fab chez eux ont été impactés. Donc il a fallu qu'on trouve un autre studio, voilà. Donc, et 5 et 9 en font partie, malheureusement. Non, désolé pour vous, c'est pas évident. Voilà. Mais merci pour la Ils question. arrivent, hein. Oui, le 9, il y a une date de diffusion. Voilà. Non, celui qui a le plus morflé, c'est le 5. Le 5 a beaucoup morflé, mais bon, après, le 5 n'est pas si important que ça. Non, mais le 9, on sent qu'il y a, à la fin du 10, on sent qu'il y a quand même le truc, on se dit, il a manqué le 9, mince. Mais c'est pas grave. Le 9 est important dans la chronologie de la série. Le 5 l'est moins. C'est lequel l'épisode 9? Mais c'est celui Gabriel. Bah, déjà, Je vois pas en quoi il est important. bah, déjà, c'est le titre. un épisode livré sans cuisine. C'est vrai. Non mais je pense Ouais, qu'en fait, Ça, c'est l'épisode qui m'a frustré. Hein. vous ne dites pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a une dispute entre ces deux-là pour savoir s'il y aura ou non une cuisine chez les Agreste. Qui a duré 2 ans. Et, Ah non, il n'y est pas dans la et tout le problème, c'est cette histoire de cuisine. Donc, ils accusent les studios et le Covid. Mais en fait, c'est une histoire de cuisiniste. Une sombre histoire de cuisine. Donc, pour bien raconter l'histoire, on aurait eu besoin d'avoir la cuisine de chez Adrien. Et comme vous ne le savez peut-être pas, on est limité par le nombre de décors qu'on peut créer par saison. Et voilà, donc la question c'était est-ce qu'on allait fabriquer la cuisine rien que pour cet épisode. Et puis on n'a pas eu le droit, mais ça m'a frustré. Alors dire aussi, c'est C'était vu très qu'on l'a mise dans la saison 5, est-ce que du coup vous l'aurez pas vu pour l'épisode de la saison 4? Est-ce qu'au final on n'aura pas la cuisine? Et non, hélas. On attendra la suite. Et voilà, gros spoiler, spoiler spoiler. monumental. Un jour vous verrez la cuisine de chez Adrien. Et cette cuisine a une certaine importance dans la saison 5. Ah oui, c'est une cuisine importante. C'est effectivement. Et il y a un côté méta finalement, tu as raison de soulever ça, parce que là on donne l'impression de broder sur le thème de la cuisine comme si on n'avait rien à dire, mais en fait, non, c'est vrai qu'en fait cette cuisine, à bien y réfléchir, il y a une dimension hyper méta avec ce lieu, puisqu'en fait c'est un peu les cuisines de la série aussi, cette cuisine. Non, mais sans déconner, c'est vrai que quand on dit ça vous ne pouvez pas forcément capter, mais... Et les épisodes sont les pancakes de l'amour. Ouais. Vous verrez, les pancakes, c'est pas anodin non plus. Spoiler. En parlant d'amour, c'était ma question sérieuse.
parce que je pensais bien que c'était. Voilà, C'est toujours la question la plus sérieuse. Mais c'est une question qui me parle dans un moment, et je me dis, est-ce que, quand vous avez créé la série, l'intrigue principale, qui est l'identité de Ladybug, Chalmar, Stache, Marinette, Adrien, est-ce que vous savez comment ils vont connaître leur identité, ou c'est quelque chose qui n'est pas encore décidé, vous laissez le temps, c'est vraiment quelque chose qui a été décidé depuis le départ. Vous savez où vous allez aller à ce niveau-là. Oui, on sait tout à fait comment ça va se passer. Oui, ça se planifie sur. Mais c'est un peu le moteur de la série, donc il faut savoir comment elle fonctionne. Oui. Ça se modifie. Donc regardez notre sourire sur notre visage, on sait. Alors, on a une autre question juste ici. Hein. Alors, c'est pour demander. Alors, quelle est ma question? Je suis un peu stressée. Ah, voilà. Vous avez, pour la saison 4, je sais qu'il y aura une saison 4, excusez-moi, pour ceux qui n'ont pas encore regardé saison 4. Est-ce qu'il y aura. Vous avez encore décidé qu'il y aurait une saison 5 ou vous êtes arrêté jusqu'à la saison 4? La saison 4 est bientôt finie en fabrication, la saison 5 a commencé à être fabriquée, et là, tel que vous nous voyez, on est censé être en train d'écrire la saison 6. Mais on a pris un peu de retard. Parce qu'on est des feignants. On avait besoin de vacances. Non, Sébastien, on a décidé d'écrire avec nos oreilles, c'est pour ça. Ça prend plus de temps. C'est en morse, long. Long. Au moins 10 coups d'oreille pour faire un mot, donc forcément. Non, c'est Ladybug qui a le micro, elle est formidable, merci. Ah, merci. C'est pouvoir passer le micro aux gens. En plus, est-ce que tu peux le faire en sautant comme ça? Il y a une question là-bas avec le monsieur chapeau côté. Pour la sécurité, je ne peux pas le faire, mais. Non, tu sais faire. Pour ne pas inviter les enfants à refaire ça chez eux, Ladybug ne sautera pas pour apporter le micro. Merci. Alors, j'aurais deux questions. Alors, la première, je voudrais savoir si vous avez déjà pensé à vouloir faire des épisodes what if, où par exemple, Papillon, du coup, ne serait pas un porteur de Miraculous méchant, mais serait du coup allié. Et du coup, il utiliserait par exemple des Tenshin, du coup, pour créer des héros. Ou voilà. Ou par exemple, aussi faire un. Par exemple, parce qu'on sait que la professeure de sciences, Madame Mengele. Non, mais ne travaille pas sur la série. Elle ne travaillera jamais sur la série. Non, mais du coup, ça, par exemple, vu qu'elle sait que les Kwami existent, est-ce qu'elle ne voudrait pas, par exemple, un jour créer, enfin, comme dit dans un what if, une sorte de Miraculous artificiel ou autre? Si, des what if, mais t'en as déjà des what if un petit peu dans la série Chat-Blanc, il y a un what if. L'utilisation des pouvoirs du papillon dans un contexte où ce ne serait pas de la création de super-vilains mais de super-héros est en tout cas évoqué, c'est même pas un what if d'ailleurs. Si le Miraculous était utilisé par quelqu'un qui n'a pas les buts tourmentés du papillon, le personnage serait très différent et l'utilisation de ses pouvoirs serait positive. Donc c'est finalement pas vraiment un what if, il est d'ailleurs possible que ça se produise dans des épisodes. Peut-être what if. Ouais. Au plus vite aussi, Un coup de mensonge. Oui. Oui, il y a un autre épisode qui n'est pas encore passé. Ouais. Qui sera pour mon anniversaire. Rendez-vous les 7 novembre. Et après, du coup, ma deuxième question, c'est juste pour savoir comme ça, c'est que, en fait, dans la version française, quand un porteur du Miraculous se transforme, tant le nom du Kwami plus transforme-moi. Alors qu'en version anglaise, par exemple, ça a toujours une petite phrase catchy, genre, par exemple, je sais pas, genre Noro, Darkwing, Rise, par exemple, juste Noro, transformement en VF. Est-ce que c'est un choix au niveau scénario ou autre ou... Mon micro est en panne, je ne peux pas répondre. C'est tout simplement parce que l'anglais permet de faire des trucs très catchy en très peu de syllabes. Et on a essayé de trouver l'équivalent en français et ça marchait pas. Voilà, c'était donc. C'était moins de l'amour. Voilà, c'est moins Le de l'amour. français est plus gourmand en Ça veut syllabes. dire, va traduire Swasson, quoi. T'as droit à 2 syllabes, trouve un truc en français qui permet de raconter l'équivalent. Que les ailes de la nuit se déploient autour de moi.
Et ça nous mange 3 minutes d'épisode à chaque fois, et du coup, on peut plus écrire d'histoire. Donc, du coup, on... Sans compter la difficulté à traduire. Rentrer des griffes. Ouais, c'est pas hyper sexy. J'ai des boutons. Soigne ton acné, chérie, je sais pas. En deux mots, c'est point noir. Point noir. Ouais, c'est Point ça. noir. C'est pas glamour. Nettoyage facial. Donc voilà pourquoi les phrases catchy anglaises fonctionnent en anglais. C'est pour ça que l'Angleterre a rock'n'roll et nous du bon fromage. Prochaine question. Une petite main. Oui, j'ai vu, là-bas. Le micro est plus fort, j'ai plus fort. C'est toi qui es plus fort. C'est dans la voix qui est. Bonjour. Je suis Jean 16. Donc j'aurais deux questions aussi. Alors la première, dans la production d'un épisode, quel est l'aspect que vous détestez le plus? Quelle bonne question. Le fait qu'on n'a pas le droit à mettre plein de nouveaux personnages dans chaque épisode, est-ce qu'on a le droit de le dire? Et encore, peut-être. On a le droit chacun de répondre. Qu'est-ce qu'on aimerait pas? Moi j'aime bien fabriquer des dessins animés, donc c'est pas la. Et j'aime bien la contrainte, le fait d'avoir à produire beaucoup d'heures de programme avec finalement très peu de budget, très peu de temps, parce que ça t'oblige à trouver des solutions efficaces, ça développe un peu la créativité. Non, il y a un truc que je trouve dommageable particulièrement à chaque fois, c'est que c'est quelque chose dont je parle souvent avec les dinosaures comme moi de l'animation qui ont connu comment l'animation se fabriquait avant. En fait, dans tous les studios, on fabriquait tous de la même manière en fait. Tout était fait sur papier, on dessinait tous storyboard, toutes les étapes étaient les mêmes, c'était shooté sous la caméra, etc. Donc en fait, t'allais dans un studio à l'autre, la seule chose qui changeait dans la façon de fabriquer, c'était le style des dessins. Mais finalement, on travaillait tous de la même manière. Ce qui fait que même les gens de la production, ceux qui dessinent pas, ceux qui nous encadrent, qui déterminent les plannings, les budgets, tout ça, en fait, quand on discutait avec eux, ils savaient de quoi on parlait. On faisait tous le même métier, en fait. Et donc même ceux qui ne dessinaient pas comprenaient un petit peu ce qu'on faisait, le temps que ça prenait, etc. Là maintenant, avec l'arrivée du numérique et le fait qu'on peut travailler de plein de manières différentes maintenant, 3D, traditionnelle, animation vectorielle, etc., ça fait qu'en fait les gens de la production comprennent de moins en moins notre travail. Et ce qui fait que c'est problématique d'avoir des discussions constructives ensemble quand on rencontre un problème de fabrication. Bien souvent, on leur dit non, mais t'inquiète pas, ça on peut le corriger de manière très simple en faisant ci, ça, ça, et en fait, on voit bien qu'en face, ils ne comprennent pas ce qu'on raconte. Et donc, comme ils ne comprennent pas ce qu'on raconte, ils n'arrivent pas à nous faire confiance, et ça crée des problèmes. Voilà. Donc, si tu veux, je pourrais dire, c'est chiant, parce qu'on n'a pas le temps de peaufiner les épisodes comme on voudrait, je te dirais, non, c'est pas tant ça le problème en série que les difficultés de communication grandissantes entre les différents départements, ces difficultés de communication proviennent de la difficulté technique croissante dans les façons de fabriquer. Voilà, ça c'est vraiment le truc que je trouve dommage avec le temps. C'est con parce que du coup les produits qu'on fait sont quand même vachement mieux finis qu'avant, je trouve. Mais c'est fabriqué avec beaucoup plus de douleur. Voilà, c'est un petit peu ça le truc que je trouve dommage. Ça et le fait de ne pas avoir de cuisine. Si, maintenant t'as une cuisine. Trop tard. Moi j'avais déjà répondu. Quelque chose à ajouter, cher confrère? Parfait. Ok, écoute, voilà. Ah, moi je rajoute un truc alors si personne rajoute. Plus de communication et plus d'amour, plus de pognon, ça pourrait aider Moi je aussi. trouve que c'est mieux que les épisodes durent que 22 minutes à chaque fois. Mais oui, tu as parfaitement raison.
Mais tu as parfaitement raison. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des épisodes de 37, 38 Non, voilà, non. C'est que les histoires de la longueur. Ah oui. Voilà. Ça, t'as raison. Il faudrait qu'on ait des épisodes de 40 minutes et pas des épisodes de 20 minutes. Oui, Ça, t'as tout à fait raison. Si même qu'on soit par exemple comme les séries live ou par exemple sur des il y a des chaînes comme HBO etc où ils vont pas dire oh là là si ça fait pas 42 minutes c'est pas grave. Nous souvent non mais par contre la saison 5 je crois qu'on a un peu fait. Oui, il y en a certains ces derniers temps qui ont tendance à dépasser un peu, mais effectivement on est toujours contraint à ce 21 minutes 30 etc. Une petite quinzaine de minutes en plus. Ouais, franchement, selon l'histoire qu'on raconte, c'est vrai qu'il y a des fois où on s'est vachement censuré, on a été obligé d'aller vite, de raccourcir des moments émotionnels, ce qui était vraiment, c'est une marque de fabrique aussi de prendre son temps pour que les personnages vivent leurs émotions correctement. Oui, le temps, c'est très juste, très juste. Ouais, ça s'est vu particulièrement sur le New York. On avait écrit un truc qui aurait tenu en facilement 1h30, 2 heures. C'était une saga, on avait pu faire 3 semaines de diffusion. Finalement, on avait eu 52 minutes, donc il y a énormément de choses qu'on a dû couper, c'est très dommage. Très dommage. Je sais pas, peut-être qu'un jour je mettrai les animatiques en ligne pour que vous voyez ce qui a été coupé, ça peut être sympa. Sur le New York, c'est caractéristique. Sur certains épisodes de la S4 aussi, je trouve qu'il y a des. À un moment, les épisodes deviennent très denses. Et enfin, c'est toujours été dense, mais encore plus dense. Et c'est vrai qu'on aurait aimé pouvoir bouger le standard. Donc voilà, plus d'amour, plus de temps. Plus d'argent, Plus de personnel, plus de cuisine. Plus de cuisine. Beaucoup de pancakes. Voilà pour nos frustrations. On avait dit qu'on en avait pas et finalement elle a comme une sacrée liste. Signé les auteurs frustrés. Et donc, deuxième question, vous écrivez à plusieurs, mais quel épisode a demandé le plus de temps d'écriture? Et combien de temps? D'une seule voix, nous allons répondre Chat Blanc. Chat Blanc, ouais. Il y a un an d'écriture, un an de 2 ans. On l'avait écrit pour la saison 2 à la base, ça. Chat Blanc était au départ un épisode de la saison 2. Il a été avec beaucoup de clairvoyance, totalement refusé par les chaînes de télévision, en disant nous vivants, vous ne diffuserez pas ça. Et comme on n'est pas obéissant, on l'a fait quand même. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, on a fini par le faire accepter. Tu l'as fait accepter. Et nous avons décidé de le réécrire parce que la première fin de Chat Blanc était trop triste. On aboutissait à une fin qui était logique et cohérente, mais qui donnait l'impression que nous avions tué l'héroïne de la série et que c'est une sorte de fantôme qui allait désormais la remplacer. Et on n'arrivait pas à se dire qu'on pouvait valider cette fin. En fait l'épisode était plutôt vu, enfin, vous voyez comment reconstruit Chat Blanc, c'est-à-dire qu'il y a la Ladybug qu'on connaît qui est envoyée dans un futur où elle voit qu'en fait Chat Blanc a tout détruit, dont elle-même. Et en fait, la première version qu'on a écrite était plus vécue du côté de la Ladybug qui finit par se faire tuer par Chat Blanc. Et voilà, donc c'est vachement. Je caricature, hein, mais c'est à peu près le principe. Donc c'était très intense émotionnellement. C'est encore plus sombre que celui-ci, qui est quand même très sombre. Mais c'est vrai que du coup, on s'attachait à cette Ladybug qui finalement disparaissait, et on restait avec la Ladybug, mais qui est censée être la vraie Ladybug. Mais du coup, on n'avait plus l'impression que c'était la vraie Ladybug, même si c'était la vraie. Enfin, je sais pas si je suis clair. Comme on vivait l'histoire du point de vue de celle qui s'efface, ça a donné l'impression que celle qui reste n'est pas la vraie. C'est ça. Et ça donnait l'impression de la mort, quoi. Enfin, l'épisode était trop sombre. Alors, il n'est déjà pas hyper joyeux, effectivement, mais ça nous a demandé beaucoup de travail de trouver une forme qui permettait de faire voyager les personnages très loin dans l'ombre, mais de les ramener dans la lumière à la fin de l'histoire et de rester la scène. Et ça a pris beaucoup de temps aussi, parce que, en fait, pour que l'épisode fonctionne, on a été obligé d'écrire l'intégralité de ce qui se passe. C'est vrai. Qui n'est pas montré dans l'épisode. Hein. Ça dure 4 heures. C'est montré à travers quelques images, on voit que t'as Marinette et Adrien qui sortent du cinoche avec les journalistes qui sont là, machin. Donc en fait, ce que vivent Adrien et Marinette, une fois qu'ils ont découvert leurs identités secrètes respectives, c'est quasiment pas montré. Mais pour que vous trouviez ça crédible, même si on montrait que quelques images, nous on s'est forcé à l'écrire in extenso pour que ça semble vrai. Ça, on pourrait le publier, ça. Et je crois que c'était 2 semaines de travail. Il y avait une scène c'était une saga dans la saga. Ouais, il y avait une scène qu'on aimait bien, je me rappelle, avec Tiki et Plague qui étaient présents dans la pièce avec Marinette et Adrien. Il y avait
été super cette scène. Il y avait vraiment des scènes qui nous ont un peu, ça nous a arraché le cœur de ne pas les mettre dans l'épisode final, mais c'était ça aussi la différence, tu as raison, entre la première version qu'on s'était auto-dévalidée et la seconde, c'est qu'aussi on s'est rendu compte qu'on écrivait des flashbacks en se disant tiens il se passerait ça, mais comme on n'avait pas écrit tous les événements les uns à la suite des autres, c'était pas vraiment très juste. Et on se rend toujours compte que quand on écrit vraiment les histoires du début jusqu'à la fin, les personnages des fois prennent des décisions émotionnellement qui sont différentes de celles que nous on aurait envie en tant qu'auteur de prendre. Voilà, c'est vraiment suivre les personnages et être honnête avec eux, et c'est ce qu'on essaie toujours de faire quand on écrit. Et on est très vigilants les uns envers les autres sur ça, sur être honnête sur les émotions des personnages dans la série pour que voilà, vous brilliez avec eux et que tout ça ait l'air d'être réel. Mais ça l'est pour nous. Et étonnamment, on parlait de la contrainte de temps par épisode, on n'a que 20 minutes. C'est vrai que l'histoire était tellement riche qu'on aurait aimé avoir un double épisode sur celui-là, mais finalement on n'a pas pu. On en a discuté avec le chef de télé et puis ce n'était pas possible. Mais du coup, c'est aussi ça qui nous a forcé à réécrire et finalement à tomber sur cette forme d'histoire que vous avez vue. Si on n'avait pas eu cette contrainte de temps, ça aurait donné peut-être une histoire très différente. Donc finalement, donc, la contrainte développe toujours la créativité. C'est juste de se dire qu'on a écrit finalement, parce que tout le monde se dit ah là là, qu'est-ce que ce serait une belle histoire d'amour, le jour où ils se révéleront leurs identités secrètes. C'est vrai que cette histoire, on l'a écrite, elle a existé, elle a ces détails, elle a ces moments, comme ça une chronique d'une vie amoureuse parfaite, que nous avons ensuite broyée pour que le cadre de l'épisode écrase en fait quoi. Et c'est assez juste de se dire c'est une tragédie. Qu'est-ce que c'est quoi déjà? Une tragédie, c'est l'ombre portée d'un bonheur trop grand qu'on ne peut pas voir. Bah, c'est ça. Chat-Blanc, c'est ça. C'est un bonheur qu'on ne peut pas voir. Parce qu'autrement, la série serait finie. Voilà, donc c'est l'épisode qui a demandé le plus de boulot. En termes de temps, de conception, je pense, et de réflexion sur les personnages. Voilà. Alors, une question en premier. Si, je pensais en termes de temps. Si, en termes de temps, il y avait aussi un truc très drôle, c'était l'épisode de Santiculeur qui, on s'était bien ramassé quand même. En fait, on a écrit un synopsis dont on a vendu à la chaîne en disant oui, si, c'est un épisode de Ladybug de 20 minutes, il n'y a pas de problème. La première version du script, il faisait 1 heure. On a juré. Oui, c'était totalement faux. Mais c'est pareil, du coup, la contrainte aussi nous a poussé à être beaucoup plus synthétique. À partir de Santiculeur, on a essayé de faire l'histoire plus simple, parce que c'était vraiment celle-là, c'était vraiment compliqué. C'est ce qui définit les épisodes qui suivent. Oui, alors, oui, on est très très simple à la fin. Merci, au revoir. Alors, la question, pour les épisodes mensonges et vérité. Ah, yes. En fait, moi, il y a la majorité des fans qui l'ont vu comme une réussite d'avoir brisé les couples Lucanette et Adriani. Les monstres. Voilà. Et du coup, moi, je l'ai vu d'une autre manière, en fait. Je l'ai vu vraiment d'un point de vue d'un ressenti, vu les émotions de Marinette en fonction de sa situation et aussi d'Adrien. Comme quoi, être en couple, d'accord, mais il y a des sacrifices à faire derrière. Donc, je ne sais pas comment vous l'avez vu en écriture, mais étant donné que vous avez vu que la majorité des abonnés, des fans l'ont vu comme une sorte de ouais, mais c'est bon, ils ont détruit le Lucanette, ils ont détruit l'Adriani, c'est terminé. Est-ce que vous n'avez pas un ressenti derrière d'échec? Parce que c'est peut-être pas ce que vous avez voulu montrer. Ça veut dire, heureusement qu'on ne suit pas les commentaires. Désolé, hein, les fans, en fait, on ne suit pas vos commentaires. Moi, je ne sais jamais qui pense quoi sur nos épisodes, donc je suis très étonnée de découvrir qu'ils étaient là. Waouh, tant mieux, c'est fini! Ah si, la majorité était justement ravue, ils ont vu ces épisodes justement comme une réussite, c'est-à-dire que ça n'a même pas duré une fin de saison, comme quoi ils ont détruit les buts. C'est la tragédie des identités secrètes, enfin. Voilà, moi je l'ai vu comme ça, mais voilà, sachez que la majorité le voit comme... c'est la majorité qui s'exprime après, on se Mais pour vous dire, à la fin, comme vous savez, on brainstorm tous les épisodes ensemble. Et alors, on les rédige chacun à notre tour. Et moi, je peux vous dire que c'est moi qui rédige les vérités. Je pleurais à peu près. Tu vérité et mensonge. J'ai pleuré à peu près toutes les 2h30 en rédigeant. Donc, si quelqu'un a trouvé que c'était un épisode joyeux, je sais pas ce qui va pas chez vous, mais c'est quand même. L'épisode a priori plutôt tragique quand même. Enfin, voilà,
Ouais, je crois qu'on a. J'ai même pas pensé, avant que tu formules, que ça pouvait être vécu comme ça, comme une sorte de rivalité de shit, quoi. Mais non, pour moi, c'est des épisodes qui disent au contraire beaucoup de Lucas, qui disent beaucoup de Kagami. C'est des épisodes, je pense, de révélation très forte sur ces personnages. Et ça dit au contraire combien ces amours contrariés sont fondamentaux pour la construction des personnages, y compris Marinette et Adrien. Je veux dire, je pense que c'est important pour nous d'être, je crois, critique aussi sur les projections qu'on peut avoir sur la notion de couple éternel, de couple idéal, de couple tout court. On raconte l'histoire de gens très jeunes, en construction, qui se cherchent, et qui, voilà, c'est pas parce que ces couples se sont faits et défaits rapidement qu'ils sont pas fondamentalement importants. Et je pense qu'après, les amitiés aussi qui en résultent, les complicités qui vont rester éternelles, quoi. Et dans la suite de la série, les liens entre les personnages restent super forts. Et pour moi, Vérité et mensonge disent surtout beaucoup de ces liens-là. Si on avait eu un peu plus de temps, on aurait senti qu'ils résument un peu des histoires qu'on vécues comme des personnages. Mais c'est vrai que là aussi, il nous a peut-être manqué de temps. Oui, avec 45 minutes, c'est sûr qu'on a c'est les deux, chacun avait fait 45 minutes. En plus, ce qui est hyper important, et on a vraiment, en tout cas, c'est vraiment un travail, un point d'honneur qu'on a vraiment tous à cœur de faire sentir, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de jalousie en fait. C'est qu'il n'y a pas de triomphe d'Adrien devant la rupture de Marinette et Lucas, il n'y a pas de triomphe de Marinette devant la rupture de Kagami et Adrien. Au contraire, en fait, et c'était vraiment. Kagami comme Adrien, comme Lucas, sont des personnages qui ne sont pas du tout toxiques de ce point de vue-là, et qui n'ont aucune espèce de jalousie, de territorialité par rapport aux expériences qu'ils ont vécues, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, ça veut dire que vous n'avez pas senti le côté très dramatique du début de la saison. Moi, si, mais il y en a certains qui Tu sont dis, passés à côté et qui ont. Au profit du soulagement de. Exactement, voilà. C'est marrant parce que c'est assez intéressant parce que nous, on l'a vécu plutôt comme une tragédie tout ce début de saison. Ah ouais. Ouais, mais c'est parce que nous, on est en empathie totale avec les personnages, on fait pas de différence entre les personnages et notre vraie vie en fait. C'est pour ça que vous avez aussi des épisodes comme Dans des secrets, Pigeon 72, enfin il y a vraiment, on a pris le temps de. Tu sais, ça dépend. Moi, c'est un truc que j'ai découvert aussi avec le fandom et tout comme ça. Il y a certaines personnes qui lisent vraiment les épisodes selon des grilles de lecture qui se sont prédéfinies eux-mêmes. Et ce qui fait qu'en fait, ils loupent pas mal d'infos. C'est un peu dommage. Ah ouais, je trouve ça très très dommage. Plutôt que d'avoir une espèce d'ouverture et de prendre les choses comme elles viennent, en fait, ils appliquent une grille de lecture et si ça rentre dans la grille de lecture, c'est super, si ça rentre pas dans la grille de lecture, c'est de la merde. C'est bon, c'est dommage. Qui ici était soulagé de la rupture? Ah non, regarde. Non, mais j'ai trouvé l'épisode très triste. Mais j'aime beaucoup tous les personnages. Non, moi je peux comprendre que les gens disent voilà, il se passe un truc triste, mais au moins peut-être que ça va rebondir, ça va lui permettre de retrouver Adrien, etc. Mais après que vous souteniez à fond l'amour de Marinette et Adrien, on est tous d'accord avec vous, c'est une bonne idée. Enfin, ça fait partie du principe de la série. Mais de là à faire quand même, Lucas il était tellement super. Qui a dit que c'était fini? Enfin, pardon, c'était terminé. C'est terminé, quoi. Je veux dire, je suis désolé pour ceux qui ont fait ouais, c'est fini, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Donc, non, c'est pas aussi simple. La vie n'est pas simple. C'est pas aussi simple. Non, moi j'ai. Franchement, honnêtement, même si j'aime bien le Canette et Adrinette, on va dire que c'est vrai que le Lucanette était plutôt bien parce que Lucas, lui, il va droit au but, alors qu'Adrien, lui, au moins, j'avoue, je l'aime bien, mais il dit, bah, je sais pas si je l'aime, avec Kagami c'est compliqué, voilà, les trucs comme ça, mais c'est vrai que d'un moment donné, je suis désolée aussi pour les fans d'Adrien aussi, mais il y a aussi, je vais être sincère, c'est Lucanette aussi que je préfère. Mais c'est pas grave. En fait, il n'y a pas de concurrence pour nous entre les personnages, donc toutes les histoires d'amour, on les soutient. On aime bien toutes ces histoires d'amour. Elles sont toutes bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, d'accord. Ouais.
Alors, une question un petit peu technique, enfin précise, c'est dans Lady Wi-Fi. Pourquoi Papillon t'a demandé à Lady Wi-Fi dans les boucles d'oreilles de Ladybug? Ça me perturbe depuis le début. Et en fait, elle essaie de tirer son masque au lieu de lui enlever les boucles d'oreilles. Je ne connais pas les règles. Alors, cette question trouvera sa réponse au début de la 5, on est bien d'accord. Oui. Cette question trouvera sa réponse au début de la 5. On peut dire un truc quand même, c'est que on est au début de l'écriture avec Thomas, et en fait on a une époque aussi où en fait on teste les règles de Miraculous, et on veut faire comprendre des choses. En fait la blague sur le masque, c'est, je sais plus qui m'a dit ça à l'époque, il me dit on peut lui enlever le masque. Je sais plus qui m'a dit ça. Oui. Hein, je me rappelle plus. Bon, on va pas retrouver son nom, c'est pas grave. Retrouver son nom. Et en fait, c'est pour ça qu'est né ce dialogue-là, c'est pour faire comprendre, parce que nous, avec Thomas, quand il m'avait expliqué ça, enfin, nous, on se comprenait, mais on s'est dit, ah putain, mais ça se trouve, les gens n'ont pas capté que c'est quelque chose de magique. En fait, on écrit cet épisode, et il y a. Comment te dire? Le moteur de cet épisode et le moteur du personnage de Lady Wi-Fi, c'est le fait de découvrir l'identité secrète de Ladybug. Parce que c'est Alia qui s'est automatisée, qui est journaliste. Donc elle, son but, c'est pas de choper les boucles d'oreilles. Ça, c'est plus de papillon. Oui, mais en chopant les boucles d'oreilles, on découvrirait sa vraie identité. Mais elle ne le sait pas. Oui, mais elle ne le sait pas. Papillon Donc, pourrait le dire. moi, si à un moment j'ai envie de découvrir qui tu es, c'est un costume et que j'ai envie de découvrir qui tu es, je vais pas t'enlever tes chaussures, je vais t'enlever ton masque. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne le sait pas, Alia. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à enlever le masque, et merde, ça marche pas. Et pendant ce temps, t'as l'autre compte papillon qui est là, genre, mais déconne quoi, on réfléchit pas d'abord. Oui, et puis toi, tu as tendance à regarder après aussi, comme tu as une vision, le spectateur, il a une vision non pas les personnages, le spectateur, il a l'ironie dramatique, il comprend des choses que Alia ne comprend pas à ce moment-là de l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Et même que toi, tu peux comprendre, même Alia aujourd'hui, parce qu'elle a appris des nouvelles choses. Mais le spectateur, non. Et donc, nous, du coup, à cette époque-là, comme on écrit de façon chronologique, ben, on en est là en termes d'information, donc elle ne le sait pas. On a besoin de vous montrer que, à ce moment-là, on a besoin de vous montrer que, attention, le masque, ça s'enlève pas comme ça, les costumes, c'est pas des costumes en tissu, machin, c'est des costumes magiques, donc on a besoin de véhiculer cette information-là, c'est comme ça qu'on peut passer L'intervention de Chaleur ne marche pas. Ah, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a plus besoin, mais à l'époque, oui. Alors, c'est vrai que si tu le revois aujourd'hui, c'est étrange, mais bon. Les règles de la série n'étaient pas aussi claires pour tout le monde qu'elles le sont aujourd'hui. On essaie d'être clair aussi pour les petits aussi. Pour les plus petits aussi, ouais. Oui, c'est vrai. Donc d'abord de dire, attention, si tu tires sur le masque, il ne se passe rien. Et c'est quand même, faut bien voir que les Wi-Fi, c'est quoi? C'est l'épisode 3 ou un truc comme ça. Juste après Stormy Weather et. En fait, même dans la vraie histoire, c'est que quand on a commencé à écrire, on a lancé 4 épisodes en même temps. Il y avait le bulleur, il y avait Climatica, il y avait Lady Wi-Fi et il y avait le dessinateur. Et il y a même Monsieur Pigeon, on en a fait 5 en même temps au début. Et du coup, les 5 sont écrits vraiment en même temps. Et il y a même un été où on les réécrit ensemble pour changer des choses par rapport au concept. Et du coup, on essaye aussi, on teste aussi le concept de la série Miraculous. C'est-à-dire que même nous, on le découvre finalement. Pour être tout à fait honnête, il est très possible qu'au début, que Lady Wi-Fi en fait, nous ait permis de dire les masques ne s'enlèvent pas. Que c'est des choses qu'on a appris à ce moment-là. Et par contre, c'est vrai, je ne blaguais pas tout à l'heure, il y a un moment où Papillon va se poser exactement la question que tu te poses, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas enlevé les boucles d'oreilles? Et ça sera repris plus tard dans la série. Et en vrai, quand historiquement, en fait, ces 5-6 premiers épisodes, c'est les numériques aussi, dans le premier batch d'écriture. En fait, ces 6 épisodes-là ont eu, sauf dessinateur, mais les 5 autres ont tous eu vraiment 2 versions totalement différentes. C'est vraiment des scripts qui sont partis à la poubelle et ont été réécrits entièrement. Ça veut dire que ça a évolué quoi. Quand on a commencé à travailler sur l'écriture de la première saison, on a fait un petit peu comme ça se fait d'habitude sur les autres séries. C'est-à-dire qu'il y a un concept. Voilà. Et puis on distribue une histoire par scénariste qui rentre chez lui et qui travaille dans son coin pour écrire un truc. Et résultat, sur une série comme Ladybug qui a besoin d'avoir des règles très précises, on a récupéré les premières histoires et c'était totalement incohérent en fait. Maintenant qu'il y a je ne sais pas combien d'épisodes et que les gens ont pu les voir, il y a une cohérence si tu veux. Quand tu te ramènes, si on te dit tiens vas-y écris une histoire de Ladybug, vous seriez peut-être capable d'en écrire
une vous-même, parce que vous connaissez les personnages, et ils sont souvent pour vous maintenant. Mais à l'époque, les personnages n'existent pas vraiment encore, on les cherche. Et donc voilà, nous on a récupéré les scripts, et puis on avait 6 versions différentes des personnages, et qui n'étaient pas vraiment cohérentes d'une histoire à l'autre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Avec Seb, on a repris toutes ces premières histoires, et on les a réécrites pour leur donner une cohérence. Et c'est ça qui a servi de modèle à tout le reste. Et ensuite, c'est vrai que de constater que c'était compliqué finalement que chacun écrive chez soi, c'est comme ça aussi qu'on s'est rendu compte à l'époque avec Fred, qui venait souvent travailler au studio, et Mathieu. C'est comme ça qu'en fait on a commencé à créer notre groupe d'écriture et qu'on a commencé à travailler en atelier d'écriture. En fait, ça s'est fait assez naturellement avec des auteurs qui étaient plus impliqués que d'autres, qui se sont dit « Ah bah tiens, moi je viens parce que je comprends pas tout ». Puis je me rends compte que quand on discute ensemble, parce que Thomas était aussi au studio, on était tous vraiment physiquement présents. Et c'est comme ça qu'on a formé notre petite bande et on a façonné la saison 1 un peu comme ça au fil du temps. Et puis après, on s'est dit, bon, on va pas être bête, on va se mettre tous dans la même pièce et puis on va tout penser dès le début ensemble et puis comme ça, ça sera plus simple. Et ça a été tout ça. Ça ne nous a pas empêché de faire de temps en temps d'énormes conneries conceptuelles, mais au moins on les a faites ensemble. Donc c'est, comme on disait à propos des frustrations de fabrication, une difficulté de communication, et puis qui s'est résolue en effet avec ceux qui étaient le plus facilement présents et le plus souvent présents. Voilà. Oui, ce qui est compliqué aussi, ça c'est une chose que vous ne pouvez pas forcément savoir, mais dans le milieu d'animation, quand on est scénariste, au début on a besoin de travailler sur beaucoup de séries différentes en fait, pour gagner sa vie tout simplement. Et donc c'était pas toujours possible pour les auteurs de se spécialiser sur les debugs ou d'être présents souvent. Après il y en a qui avaient peut-être moins d'affinité avec la série aussi. Donc voilà, c'est des choses qui se font petit à petit, sur toutes les séries c'est à peu près comme ça. Donc voilà. Oui, j'ai une autre question en fait. Sur Twitter, j'ai cru voir que vous aviez vous concentré sur les. Enfin, Thomas Lastruc, du coup, vous aviez vous concentré sur les épisodes dans les autres pays, si j'ai bien compris. Et est-ce que vous serez toujours sur la suite de la série, genre saison 6, saison 7, s'il y a. La question se pose actuellement de savoir ce qu'on va faire de Miraculous et son univers. Est-ce qu'on continue juste à faire Miraculous, la série, et puis de temps en temps on fait un petit truc? Ou est-ce qu'on essaye de faire un truc plus grand? Est-ce qu'on essaie d'ouvrir ça et de faire un vrai univers de super-héros à la Marvel, à la Star Wars, enfin voilà, des trucs, un vrai univers. Le fait d'avoir un grand univers comme ça pose la question de savoir comment on fait pour organiser la fabrication de tous ces éléments-là en même temps. Donc, ce dont on discute actuellement, c'est la possibilité que je me fasse stanifier. C'est-à-dire qu'en fait, je ne travaille plus, je mets plus les mains dans le cambouis de la fabrication. Je suis plutôt en haut de la pyramide à travailler des concepts. Un concept de série qui se passerait là, un concept de série qui se passerait là. De travailler sur les jeux vidéo, de travailler sur les comics, donc en fait d'impulser une énergie créatrice au démarrage à chaque fois, et à charge d'autres de fabriquer au jour le jour. Voilà. Donc ça c'est ce dont on est en train de discuter actuellement. Voilà, on va voir ce que ça donnera. Mais oui, ça supposerait qu'effectivement je n'écrive plus sur les nouvelles saisons et je ne réalise plus la série. Alors ça ne veut pas dire que je fais plus rien dessus, mais ça veut dire que mon rôle se limite vraiment, par exemple sur la série Miraculous, mon rôle se limiterait à établir l'histoire avec les scénaristes qui travaillent dessus, pour qu'on sache où on va, de tel point A, on va du point A au point B. Premier épisode il se passe ça, dernier épisode il doit se passer ça, entre temps il doit se passer ça. Et voilà. Et parce que l'idée aussi, c'est de faire communiquer les séries. C'est-à-dire que les événements qui se passeraient dans la série Miraculous auraient des répercussions sur la série qui se passerait dans tel autre pays. Voilà. Donc j'aurais besoin de savoir ce qui se passe sur toutes les séries en même temps pour pouvoir tout coordonner. Voilà, voilà. La difficulté, c'est que en France, c'est quelque chose dont on n'a pas l'expérience ici. On ne sait pas comment organiser ça. On n'a pas forcément tous les moyens pour. Contrairement aux États-Unis où ils font ça depuis des années, avec Marvel, Star Wars, DC Comics, les gens passent
Après, on peut aussi dire que depuis la saison 4, on a aussi une équipe de réalisateurs aussi qui est en soutien. C'est-à-dire que Thomas suit la série sur les... il fait ce qu'on appelle un briefboard, c'est-à-dire qu'il fait le lien entre l'écriture et le travail que les réalisateurs et les storyboarders vont faire. Ensuite, on a un visionnage d'animatique aussi, qui permet de relever les problèmes de mise en scène, etc., que Thomas fait corriger, etc. Mais on a quand même une équipe de réalisateurs depuis plusieurs années qui est devenue très spécialisée de debug. Ce sont leurs épisodes aussi que vous voyez aujourd'hui, sont co-réalisés avec Thomas. Et donc ça, c'est aussi une équipe qui restera, qui continuera, et ça assure aussi une continuité dans la mise en scène, dans la série que vous aimez et que vous regardez aujourd'hui, au même titre chez les auteurs. Il y a des auteurs qui vont rester, d'autres qui vont s'en aller. Mais on a toujours en tout cas un socle qui permet d'avoir une vraie continuité par rapport à la série que vous aimez, les personnages qu'on connaît. Ça, on ne perdra pas ça. Voilà. Alors, effectivement, il y a une organisation à trouver sur le reste des autres univers. Vous avez déjà vu des doubles univers, parce que vous avez vu, pour la plupart d'entre vous, vous avez sûrement vu le film qui se passe à Shanghai. Donc voilà, c'est le premier pas vers un élargissement de l'univers de Miraculous. Je ne sais pas d'ailleurs, vous pourriez nous dire ce que vous avez pensé de ce nouveau personnage de Lady Dragon. Moi, j'ai adoré. C'est vrai. Voilà. Non, dans l'idéal, ça aurait été que chacun d'entre nous, vu qu'on est une petite équipe réduite, ça aurait été que chacun d'entre nous puisse se charger d'un des projets, mais c'est très compliqué à organiser. On n'a vraiment pas cette expérience-là en France, donc ça va être une première pour nous d'arriver à organiser ça. On va certainement commettre des erreurs au début, mais je ne sais pas comment on va finir par faire quelque chose, quoi. Mais c'est compliqué d'arriver à coordonner autant de séries en même temps, autant de projets en même temps sur un seul univers, alors qu'en France on a plutôt l'habitude de faire des trucs. Déjà on n'a pas l'habitude, on n'a juste pas l'habitude de faire des trucs qui durent plusieurs saisons, déjà, sur un seul projet. Donc imaginez ce que c'est que de faire plusieurs saisons de plusieurs projets en même temps qui communiqueraient ensemble. C'est vraiment. Mais on va essayer, c'est ce qui est normal. Tout ça pourra s'arranger avec plus de cuisine, plus d'amour, plus de temps et plus de pognon. Et des pancakes. Et des pancakes magiques. Il y avait une question là-bas. Oui, là, juste là, elle fait la main plusieurs fois, elle là, au premier rang. Merci. Alors j'ai une question, deux questions plus ou moins. Tout le monde a deux questions, c'est marrant. J'aimerais savoir d'où vous est venue l'idée d'intégrer le personnage de Thomas du coup dans la série et s'il y avait d'autres personnages qui étaient peut-être plus implicitement inspirés de personnes de notre entourage. Alors, tous les personnages sont tous inspirés de nous ou de gens qu'on connaît. Dont Lucas. Lucas is real. Lucas est guitariste, oui. J'ai eu la chance de collaborer avec Lucas Koufen pendant presque 10 ans comme guitariste. C'est un très bon guitariste. Et voilà, qui a rangé sa guitare électrique. C'est une belle histoire, hein. C'est quelqu'un qui parce qu'il trouvait qu'il ne pouvait pas avoir un rapport assez absolu à la musique, a rangé sa guitare électrique, qui a fait aujourd'hui d'autres choses, parcourt le monde en ayant des aventures. Donc voilà, Lucas Koufen existe. Bob Ross existe d'une certaine manière aussi. Voilà. Madame Lenoir et ma grand-mère, c'est vrai, c'est tout à fait ma grand-mère. Il y a ton grand-père. Il y a son grand-père. Voilà, il y a quand même un caméo bien reconnaissable de Marinette avec des moustaches, qui est inspiré directement par. De toute façon, la vie de Marinette est inspirée de ma vie à partir d'un certain moment d'une certaine saison. C'est carrément un documentaire. Il y a un moment où ça devient autobiographique, mais vous le découvrirez. Non, mais c'est vrai, de toute façon, les personnages, pour les rendre authentiques, forcément, on s'inspire beaucoup de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Parce que du coup, si on y croit nous-mêmes, vous y croirez aussi. Donc forcément, dans tous les personnages, il y a un petit peu de ce qu'on a vécu. Ouais, oui, la salle d'écriture de Miraculous, depuis la saison 2 en tout cas, est un espace assez impudique d'échange d'expériences et Et Mélanie, c'est même exactement en ce moment où se trouve Lila. Oui, c'est vraiment, j'allais dire, Lila existe vraiment. Lila existe. Mais on peut surtout en perdre, parce qu'on a réalisé qu'on avait tous une Lila dans notre vie. J'ai envie de dire, le modèle qui a fini par façonner tout ça. C'est très proche, en effet. Beaucoup trop proche. Mais oui, c'est ça.
Non, mais après, concernant le personnage, enfin, mon personnage, avec guillemets, dans le dessin animé, c'est juste qu'en fait, tout fait partie du fait qu'il y avait ce petit essai d'animation qui avait été fait par Toei en 2D, et on s'était dit, tiens, ça serait quand même con de pas utiliser ce truc-là. Comment on pourrait faire? On s'est dit, tiens, c'est l'histoire d'un dessin animé qui est fait à partir de Google, il faudrait un réalisateur de dessin animé, et là tout le monde se tourne vers moi et me regarde, et je me dis, tiens, ouais, allez, on va faire un caméo à la Hitchcock, et puis voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Oui, je crois me souvenir en plus, enfin je sais pas si on a dans le dire, il y avait une petite partie autobiographique aussi, c'était un moment où gérer les retours de chaînes de télé, tout ça, c'était un peu... On s'est fait plaisir avec toute la vie qu'on avait, enfin on travaille tous dans le dessin animé depuis longtemps, et des fois le rapport qu'on a avec les gens qui critiquent mais qui ne connaissent pas, enfin, on s'est fait un peu plaisir là-dessus, il y avait un côté très, je me souviens, et c'est pour ça qu'on t'a pris, parce qu'il y avait un côté très... C'est très méta, on parlait de jeunes. C'est-à-dire qu'à l'époque où on écrit l'histoire, du coup, on se demande aussi, mais tiens, pourquoi le personnage sera traumatisé? Parce qu'il faut trouver la raison pour chaque chose. Et du coup, ce qui est revenu, c'était cette espèce de truc. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un réalisateur en animation, ils ne savent pas à quoi ça sert en fait. Mais alors, c'est toi qui fais tous les dessins? Non. C'est toi qui écris toutes les histoires? Non plus. Qu'est-ce que tu fais alors? C'est la même chose. C'est la même chose que le chef d'orchestre quand vous allez voir un concert. C'est un mec qui monte sur une caisse, il a une baguette et puis il fait des gestes comme ça, qui dit bah ouais, mais ça fait pas de musique, il est nul, il sert à rien. Il sert à rien avec son petit bâton. Tous les mecs là qui sont dans la fosse avec leur instrument, c'est tous des génies, ils connaissent leur boulot, donc ils ont besoin de personne, tu vois. Et puis en fait, bah non, si le pignon sur sa caisse, il n'est pas là, en fait, c'est juste une cacophonie. Et en fait, ça répondait à plein de questionnements. Moi, c'est à l'époque où je fais aussi les premières conventions, et on m'oblige à expliquer ce que c'est qu'être réalisateur. Et forcément, personne ne comprend, parce que c'est très abstrait, finalement, quelque part, c'est un rôle de management. Voilà. Et ça répond aussi à les questionnements en interne, ou à la production. On me dit aussi, mais ça, pourquoi tu t'en occupes? Je dis, parce que. On me dit par exemple, mais pourquoi tu veux aller à l'enregistrement des voix? Je dis, parce qu'il faut diriger les comédiens. Et pourquoi tu veux diriger les comédiens? C'est leur boulot, c'est eux qui jouent, donc laissez faire. Je dis, non, si je suis pas là pour leur expliquer l'histoire, ils vont pas forcément bien jouer. Mais il y a beaucoup de gens dans les équipes de production qui comprennent pas ça en fait. Voilà, donc donc finalement tout est parti de ça, un personnage qui du coup se rend compte qu'autour de lui, les gens ne comprennent pas ce qu'il fait. C'est vrai. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Non. Ah bah si vous nous obligez, oui. Non. Mais c'est à d'autres personnes. Éventuellement, on peut terminer sur une dernière question. Allez, dernière question. J'ai une question, c'est au sujet des personnes miraculeuses. J'aimerais savoir, c'est la même question pour la poser. Est-ce qu'il y aurait de nouveaux personnages? Et pour les Koamis, est-ce qu'il y aurait des nouveaux porteurs? Par rapport à ce que vous avez déjà vu? Oui, par exemple. Ah bah oui. Peut-être pour le porteur du chien, je sais pas. Oui. Ah bah oui. On vous a pas présenté tous ces personnages pour rien en faire, mais on ne dira pas qui, on ne dira pas quand, on ne dira pas comment, mais un jour, vous ne savez pas quand, et vous ne savez pas où, et vous ne savez pas comment, vous allez voir votre télé, et vous faites ça y est. On va peut-être laisser, il y a d'autres gens à me suivre, par exemple, il y a d'autres gens après, mais merci à tous d'être venus, c'était très gentil. Oui, de toute façon, après, à 17h, on est censé aller refaire des dessins, et comme on vous a déjà tous vu faire des dessins, voilà. On va vous poser des questions. Si vous voulez repasser, poser des questions là où on fait des dessins, on y répondra. Hein. Je veux dire, évidemment, ces échanges sont très agréables pour vous, et donc voilà, c'est pas parce qu'on va libérer la salle, parce qu'on veut bien. Tout à fait normal. C'est tout à fait normal, chers collègues, qu'on ne peut plus vous voir. Donc, en fait, on ne savait pas qui avait été non plus. Au revoir, merci les amis.
jamais.